Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Sur ce plateau, chaque semaine, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et dans le reste du monde grâce à l'expertise de Georges Cadix, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges, heureux de vous retrouver. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Alors après l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron, une nouvelle échéance électorale arrive en France, les élections législatives. Tout comprend de ces élections grâce à vous Georges dans un instant. Une toute première question, Georges, quel est le rôle du député? Le député est un élu local, puisqu'il est élu sur la base de circonscriptions qui ont entre 85 000 et 110 000 habitants. Par exemple, la première circonscription de Guadeloupe, c'est la plus nombreuse. Et cette élection par circonscription lui permet de représenter les 4 circonscriptions, donc la Guadeloupe au niveau national. Et lorsqu'il y a des problématiques qui sont spécifiques à la Guadeloupe et que ces problématiques doivent nécessiter une évolution de la loi qui existe ou qu'il y ait une nouvelle loi pour que ces problématiques, en tout cas, puissent être adaptées à la réalité locale, eh bien, le député est celui qui écoute les acteurs locaux, qui écoute également leurs difficultés que la loi ne résout pas pour soit faire des propositions de loi, c'est-à-dire qu'il prend l'initiative, lui, de faire des propositions de loi pour faire évoluer les choses, soit au contraire que le député vote la loi en fonction des projets de loi du gouvernement. Et c'est son deuxième rôle, au-delà de faire remonter, de traduire dans la loi les problématiques locales, il vote également les projets de loi du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, si un président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de gouvernance, mais il est contraint d'une cohabitation puisque ces propositions de loi, en tout cas ces projets de loi, ne pourront pas aboutir et par conséquent, il devra s'appuyer sur la majorité à même de faire aboutir d'autres propositions, en tout cas d'autres projets de loi, et c'est la raison pour laquelle on parle de cohabitation. Mais au-delà de cet aspect du vote de la loi au regard des réalités locales ou par rapport aux politiques présidentielles, le député a un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut constituer des commissions et demander à des membres du gouvernement en charge d'un domaine particulier de venir s'expliquer devant une commission avant, par exemple, le vote de projet de loi. Les députés peuvent fort bien dire, et ça s'est produit, rappelez-vous, pour la loi du 5 août 2021 concernant l'obligation sanitaire, le pass sanitaire, eh bien, il y a eu une audition du ministre de la Santé, et cette audition a permis, il a été interrogé également en assemblée plénière, a permis de mieux cerner le but de la loi. Donc, premier élément, au niveau des commissions, il est possible d'écouter les membres du gouvernement. Chaque semaine, les membres du gouvernement doivent être présents et de répondre soit à des questions écrites sans débat, soit à des questions orales sans débat, soit à des questions orales avec débat, ou alors à des questions écrites qui sont publiées au journal officiel. Et le rôle sur le contrôle du gouvernement va plus loin. Imaginez-vous que le gouvernement veut faire passer une loi. Il ne veut pas rentrer dans la procédure parlementaire qui consiste à envoyer 2 fois 2 lectures au Sénat, 2 lectures à l'Assemblée, commission mixte, à nouveau lecture, et enfin c'est l'Assemblée qui tranche. Supposons que le gouvernement ne veut pas le faire. Il utilise ce qu'on appelle l'article 49.3, adoption sans débat. L'Assemblée a la possibilité de déposer une motion de censure, et si la motion de censure requiert la majorité absolue des 577 députés, eh bien, le gouvernement est tout simplement démissionné parce qu'il est censuré. Quand il utilise, je précise bien, l'article 49.3. Enfin, vous verrez que le nouveau Premier ministre
non pas celui qui sera nommé autour du 13 ou du 14 mai, puisqu'il n'aura qu'un rôle d'intermédiaire, de gouvernement de transition, mais celui qui sera nommé après les élections législatives et qui devra mettre en œuvre les dispositions, les propositions, les projets de loi de la nouvelle législature, eh bien, vous verrez que celui-là fera une déclaration de politique générale au cours de laquelle il engage la responsabilité du gouvernement. Et si cette responsabilité ne lui est pas attribuée, eh bien en tout cas confiée, elle n'est pas votée à la majorité absolue, eh bien on se retrouve dans une situation où le gouvernement doit également démissionner. Donc c'est vrai que la France est un État où il y a une très forte présidentialisation du régime et ça se voit à travers l'activité parlementaire, puisqu'en réalité, les propositions de loi, c'est un tiers du travail parlementaire. Les projets de loi du gouvernement, c'est les 2 tiers du travail parlementaire. Il n'empêche que le parlementaire a un rôle important et une possibilité de contrôle importante sur le gouvernement. Et c'est particulier et spécifique à la France, sachant que si on compare la France et les États-Unis, le Congrès et le Sénat américain, par contre, ont plus de pouvoir en matière de politique du président de la République, et c'est vrai, ont, si vous voulez, une capacité de pouvoir s'opposer plus facilement au président de la République, en tout cas aux États-Unis. En France, le président est élu au suffrage universel direct et bénéficie par conséquent d'une légitimité puissante, et cette puissance de légitimité, eh bien, lui permet d'être celui qui impulse fortement, en tout cas la politique nationale, sauf lorsqu'il est en cas de cohabitation, où c'est la majorité qui se dégage, qui fait des projets de loi qui ne sont pas forcément compatibles avec les stratégies du président de la République. Alors, voilà donc. Vous venez de le rappeler pour le cas du président, mais comment les députés sont élus en France? Alors, ils sont élus, je l'ai dit, par circonscription. La date limite des candidatures, je rappelle, c'est entre le 16 et le 20 mai. Et il y a un mode de scrutin particulier. Pour être élu au premier tour, un député doit avoir la majorité absolue au niveau des suffrages exprimés de la circonscription, mais il faut également avoir 25% des inscrits de la circonscription. Donc pour le premier tour, pour être élu au premier tour, il y a 2 conditions. Maintenant, au deuxième tour, tous ceux qui ont eu plus de 12,5% des électeurs, des suffrages exprimés, ont la possibilité de pouvoir se présenter au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de triangulaires souvent dans les élections législatives, puisque cette barre de 12,5% est assez souvent franchie. Donc en fait, le plus gros obstacle, c'est qu'en cas d'abstention, l'élection au premier tour devient difficile parce qu'il y a le verrou des 25%. Comme ça s'est produit d'ailleurs au niveau du conseil départemental, où aucun candidat ayant eu plus de 50% n'a pu être élu à cause de la problématique des 25% des inscrits cantonales lorsqu'il s'agit des départementales. Là, il s'agit de 25% des inscrits de la circonscription et ce critère est déterminant quand bien même un député aurait la majorité absolue. Georges Calix, peut-on être maire et député à la fois? Je crois que le cas de figure se présente à Sainte-Anne avec Christian Baptiste qui se présente pour être député. Est-ce que cela est possible? Non, plus maintenant, et ceci depuis la loi de 2014. Et la loi de 2014 est beaucoup plus sévère parce que c'est une loi relative à 2014 et 2017, surtout la loi de 2017 relative à la transparence dans la vie publique. Et cette loi de 2017 va plus loin parce qu'elle dit qu'on ne peut pas être député et maire, mais on ne peut non plus être député et adjoint au maire. On ne peut pas être député ni président du conseil départemental, ni président du conseil régional. Mais la loi va plus loin. Si vous êtes vice-président d'une de ces instances, vous ne pouvez pas être député. Et là où la loi a dépassé le droit positif classique, en général, quand on fait le cumul des mandats, on ne compte pas les intercommunalités, les établissements publics de coopération intercommunale, qui
elles ne sont pas comptabilisées comme mandat exécutif local. Pourtant, et dans le cas des députés, il se trouve que si vous êtes président de PCI, voire vice-président de PCI, vous n'avez pas la possibilité non plus, en tout cas, de pouvoir cumuler les deux. Donc il faut démissionner? Alors, que se passe-t-il? Vous avez droit à un mandat local et celui de député, hors les exécutifs que je viens de citer. Si vous êtes en situation d'incompatibilité, et je fais bien la différence entre l'incompatibilité, la loi est très précise, et l'inéligibilité. L'inéligibilité, vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection. Mais vous avez cité le cas du maire de Sainte-Anne. Comme nous sommes en incompatibilité, même s'il sait qu'il y aura incompatibilité, il pourra se présenter. Il disposera de 30 jours pour démissionner du mandat qui a été acquis, excusez-moi, en tout cas qui crée l'incompatibilité. Donc il devra démissionner du mandat de maire, puisqu'il est également conseiller départemental, je crois. Et s'il est conseiller départemental, il peut être député et conseiller départemental. Il ne faut pas qu'il soit simplement vice-président ou président du conseil départemental. Donc c'est vrai que ce cas de figure, par l'incompatibilité, n'importe quel maire, même s'il sait, candidat en tout cas, même s'il sait qu'il y aura cette incompatibilité, a la possibilité de se présenter et au bout de 30 jours, eh bien, il démissionne du mandat qui crée l'incompatibilité et bien évidemment le mandat qui a été acquis le plus récemment, en dehors du mandat bien sûr de député. Est-ce qu'il y a une réélection pour désigner un nouveau maire ou est-ce que le maire est désigné automatiquement? Non, obligatoirement, il faut qu'il y ait une nouvelle réélection. C'est-à-dire, on utilise ce qu'on appelle en termes barbares le parallélisme des formes. Le maire a été élu par le conseil municipal. Eh bien, si le maire ne peut plus exercer ses fonctions par incompatibilité, il y a une nouvelle réunion du conseil municipal et dans les mêmes formes où le maire a été élu, le nouveau maire sera élu. Mais je précise qu'il ne s'agit pas de faire une nouvelle élection générale dans la commune. Il n'y a que le conseil municipal qui élira, suivant les formes prévues par la loi, le nouveau maire de la commune. Quelle est la position du député face à la justice? Est-ce qu'il a un statut particulier? Oui, et il bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Alors, la jurisprudence, si vous voulez, a construit cette immunité autour de deux concepts. Le concept d'irresponsabilité. Ça veut dire que le député qui prend une décision, qui fait une proposition de loi, si cette proposition de loi a des conséquences qui peuvent être dommageables, on ne peut pas, parce qu'il est irresponsable, le poursuivre en justice par rapport aux conséquences d'une proposition de loi qu'il aurait pu faire et qui aurait été votée par ses collègues à l'Assemblée. Premier élément. Maintenant, il se peut qu'un député arrive et qu'il ait des affaires antérieures. Là, on n'est plus dans l'irresponsabilité, on est dans l'inviolabilité. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas condamner un député en exercice, sauf si le bureau de l'Assemblée lève ce qu'on appelle l'immunité parlementaire dont j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, on l'a vu par exemple à un moment donné, rappelez-vous l'affaire la plus célèbre, celle de Marcel Dassault, qui d'ailleurs avait anticipé en n'attendant pas que le bureau, c'était le Sénat à ce moment-là, c'est valable pour les sénateurs, se manifeste. Il avait effectivement lui-même pris l'initiative de demander la levée de son immunité parlementaire. Et c'est vrai qu'un député bénéficie par rapport à la loi et par le fait qu'il est législateur, il contribue à voter la loi et à faire la loi. La justice, elle ne fait que quoi? Elle ne fait qu'appliquer la loi votée par l'Assemblée. Et le juge, en cas de litige ou de différence d'interprétation, tranche. Ça veut donc dire que celui qui est à l'origine de la loi, y compris de la loi applicable pour le justiciable, bénéficie d'une immunité judiciaire qui fait qu'il bénéficie d'une irresponsabilité ou d'une inviolabilité, sauf, bien sûr, s'il y a une demande de sa part ou une décision prise par le bureau de l'Assemblée. Et je vous signale que c'est également pareil pour le président de la République, et on connaît bien l'ancien président Sarkozy.
tant qu'il a été aux affaires, il n'y a pas eu de difficultés particulières, il n'a pas été inquiété. Pas de procès. Pas de procès. Mais une fois qu'il avait été battu, rappelez-vous, les affaires ont commencé en cascade à le poursuivre. Donc effectivement, député égale immunité parlementaire, irresponsabilité quant aux conséquences des décisions votées, inviolabilité, pas de conséquences non plus pour tout ce qui est étranger à l'activité parlementaire, donc qui relève de sa propre problématique en tant que justiciable. Cependant, il y a possibilité de lever son immunité parlementaire et par conséquent de le soumettre à la loi comme tout justiciable. Combien gagne un député aujourd'hui en France? C'est une question qui revient souvent. Alors c'est une question qui revient souvent. Donc au dernier barème, c'est 5 716 € net. Mais les députés ont droit à ce qu'on appelle des attachés parlementaires, des collaborateurs. Ils bénéficient d'une indemnité de 10 500 € qu'ils ne peuvent pas récupérer en cas de non-utilisation. Ça veut donc dire que si un député estime qu'il a 2 attachés parlementaires qui sont chers et que ça lui revient à 8 000 €, eh bien les 2 autres 1 500 € seront reversés en tout cas à l'Assemblée nationale qui est censée payer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le plan financier, le député bénéficie d'un certain nombre d'avantages non négligeables en nature. Par exemple, nos députés de Guadeloupe ne voyagent pas en classe économique. Vous avez compris dans quelle classe ils voyagent. Donc, il y a, si vous voulez, un certain nombre d'avantages en nature qui sont liés à la fonction de député et qui font que cette fonction, c'est vrai, est très largement prisée. D'autant que la loi plafonne à 8 270 € le total que l'on peut toucher au niveau de l'ensemble des mandats électoraux. Ça veut donc dire qu'un député qui est en même temps conseiller régional, c'est possible, dès qu'il n'est pas vice-président, conseiller départemental, a la possibilité d'avoir son mandat de député plus celui de conseiller départemental ou régional. Ce sont des conseillers qui touchent des indemnités mensuelles dès lors que ça ne franchit pas le cap des 8 270 €. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous allons entrer dans une phase importante et que cette phase va consister, on parle de troisième tour social, de troisième mi-temps, cette phase va consister à voir dans quelle mesure où la dynamique présidentielle se confirme, parce que c'est l'esprit du législateur, faire en sorte qu'un mois après les présidentielles, il y ait les législatives, de manière à éviter les cohabitations dont on sait qu'elles sont douloureuses, puisque hormis les pouvoirs propres ou les pouvoirs réservés du président, en général, le président doit être en permanence en train de négocier avec le nouveau Premier ministre de cohabitation et son gouvernement, des négociations qui ne se passent pas forcément bien. Imaginez-vous qu'il y a Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, manifestement, ils n'ont pas le même référentiel. Donc les lois qui seront votées seront très loin de celles, en tout cas, espérées par Emmanuel Macron. Et on va, c'est vrai, vers un enjeu très particulier, surtout que ces élections se situent dans un contexte de tension sociale qui s'est traduit par le fait que les extrêmes ont été les mouvements qui ont le plus progressé. Jamais la France insoumise, je parle dès le premier tour, jamais la France insoumise et un peu moins Marine Le Pen, puisqu'elle avait déjà franchi le cap des 20% en 2017, mais jamais, quand on voit Éric Zemmour, on voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, 52%, jamais la contestation ne s'était traduite par un tel pourcentage. Et ceci, dès le premier tour, c'est la raison pour laquelle le vote des députés sera capital, puisqu'en réalité, il faudra répondre à la question, donne-t-on ou pas à l'actuel président de la République la possibilité de pouvoir conduire la politique qu'il entend mener? Il a promis un Premier ministre très social, dit-il. Et d'autre part, je vous signale qu'il a changé en estimant qu'il devait renaître des cendres, puisqu'il a créé un mouvement qui s'appelle Renaissance.
Ou doit-on au contraire profiter de cette situation pour permettre à ce qu'une nouvelle politique plus sociale se mette en place? Là, écoutez, pour l'instant, personne n'a la boule de cristal. La seule chose que l'on sait, nous les analystes, c'est qu'il faut voir dans quelle mesure il y a un transfert de légitimité d'un leader national vers les leaders locaux. Alors par exemple, la Guadeloupe a voté très largement pour Jean-Luc Mélenchon. Cela veut-il dire que la légitimité qui a été conférée à Jean-Luc Mélenchon sera transférée pour les candidats estampillés La France Insoumise en Guadeloupe? En sera-t-il de même pour le Rassemblement national? Est-ce que la légitimité attribuée à Marine Le Pen, quand bien même il s'agit d'une légitimité par défaut, il faut que les choses soient claires, mais est-ce que cette légitimité profitera aux représentants du Rassemblement national? Rien n'est moins sûr. C'est la raison pour laquelle il y a eu un accord qui a été signé il n'y a pas très longtemps, mais je vous propose d'en voir les conséquences politiques dès notre prochaine session d'analyse hebdo. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre confiance et de votre fidélité. Merci Georges pour vos analyses pertinentes chaque semaine. Merci aux téléspectateurs de nous suivre de plus en plus nombreux. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.